Bonjour tout le monde. On- Merci d'avoir patienté un petit peu. Petit souci technique. Petit souci technique de connexion, mais tout le monde a réussi à entrer, c'est parfait. On vous propose de rejoindre le webinaire en tant que panéliste pour plusieurs raisons. La première, c'est que on sera on sera à peu près une vingtaine. Donc, on se disait que à la vue du nombre de personnes présentes, ce serait peut-être plus simple et plus sympa, en fait, de vous donner la possibilité de mettre votre caméra, prendre la parole plus facilement. Donc, on vous propose là d'être panéliste, donc vous pouvez accepter ou refuser. Et c'est pour avoir un petit peu plus de fluidité, sachant que ça peut être, bon, c'est nommé webinaire dans Zoom, mais le but, c'est de pouvoir faire une réunion aussi assez interactive, même si on a bien sûr prévu un petit temps enfin, un petit temps de présentation. Mais l'idée, c'est qu'il y ait un maximum d'échanges. On vous propose de vous promouvoir comme panéliste, donc vous pouvez refuser ou accepter. Et rien ne vous empêche, si vous n'êtes pas panéliste et seulement spectateur, de poser des questions via la discussion et la conversation. Voilà. Euh, je vous donne les accès au fur et à mesure. Moi, je peux pas t'aider, Camille, hein. Je suis simple participant. Je peux pas changer le statut des spectateurs. Je m'en occupe. 9, 12. Il y a quasiment tout le monde, là. Je vois 20. C'est ça, oui, oui, oui. Séverine, Valentin, Piane. Bonjour à tous. Et au dernier qui arrive, est-ce que Fred est dans la place? Il est là, oui. Il est là, Fred. Oui, je suis là, oui. Ok, bon, je donne deux, trois mots et après je laisse la main à Camille et puis Fred qui seront ceux avec qui vous aurez l'occasion d'échanger pendant ce temps d'info. Premier temps d'info parmi plusieurs séquences de webinaires sur le déploiement et la mise en œuvre des nouveaux diplômes fédéraux. L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner au mieux et puis pour nous de recueillir aussi des informations sur ce que vous avez prévu de faire ou pas, et puis des quelques blocages que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ces nouveaux cursus. Et puis Camille et Fred à répondre sur ces dessus, sur le sujet d'aujourd'hui, aux questions que vous pourriez avoir. Donc pour nous, c'est important que vous puissiez poser un max de questions et qu'on puisse recueillir tout ce qui pourrait être utile pour ajuster le tir et puis faire en sorte que la mise en place de ces nouveaux cursus se passe du mieux possible et en douceur pour tous. Voilà, donc je laisse la main à Camille qui va prendre le relais. Je m'efface, j'écoute puisque l'ensemble de ce que vous allez pouvoir dire m'intéresse aussi à double titre puisque dans le cadre des FF2 en particulier, FF1 un peu aussi, mais surtout dans le cadre des FF2, on va être amené à pas mal travailler justement sur tout ce qui va se passer dans le cadre des formations fédérales. Donc, le prochain pour nous, il est en novembre sur le secteur de Béthune. Donc, on va s'appuyer aussi sur tous les commentaires, les échanges qu'on pourra avoir au cours de ce genre de webinaire pour amener ces sujets-là, éventuellement aussi dans le cadre des FF2. Voilà, Camille, je te laisse la main. Je vais pas être plus long et puis je vous laisse profiter un max de la présence de Camille et Fred sur ces deux thématiques, ModF et EB1. À plus tard et bon webinaire. Merci, Vincent, merci beaucoup. Merci à tous et toutes de votre présence. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? C'est bon. C'est bon, super. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme on l'évoquait, on préfère vous donner facilement l'accès à la parole. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en levant la main ou via le chat et la discussion. Et on est ensemble jusqu'à midi maximum.
pour pouvoir évoquer pas mal de petites choses au sujet de ces deux formations. Donc Modef et EB1. On va commencer dans l'ordre en parlant des modules des fondamentaux pour commencer. Donc, on a bien rappelé le nom de cette formation. Donc, vous savez que l'acronyme reste le même, mais le nom a changé. Avant, donc, le MODEF, c'est le module d'entrée en formation. Mais comme dans certains diplômes, on n'est plus obligé de passer par ce temps pour rentrer en formation, sur les animateurs notamment. On a voulu changer un petit peu le nom en gardant l'acronyme parce qu'on a vraiment remarqué que l'acronyme était bien resté dans le langage commun et était bien ancré aussi dans le langage global et dans les connaissances ou représentations, on va dire, des licenciés dans les échanges entre professionnels. Donc l'idée, c'était de garder cet acronyme-là. Et donc module des fondamentaux en lien avec les fondamentaux du badminton, bien sûr. Alors il y a quand même quelques changements sur le MODEF, même si, comme par le passé, l'objectif, c'est de pouvoir créer ce langage commun. Euh, L'idée, c'était de pouvoir se dire que ce langage commun, il s'élargit. Avant, il pouvait être beaucoup centré sur les caractéristiques du badminton et aussi la description des frappes et des aspects techniques. Là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin sur le sens du jeu et le sens du duel. Et donc, c'est pour ça que il y a toute cette nouveauté pour ceux qui ont pu mettre en place des modèles déjà au sujet des rapports de force et des intentions de jeu notamment. Donc, l'idée globale, c'est que les stagiaires puissent définir les caractéristiques du badminton, donc règles, logique interne, mais aussi qu'ils puissent bien repérer des situations de jeu et les comprendre et pouvoir s'approprier le vocabulaire tactique, donc les différents temps et les différentes strates du rapport de force, des intentions de jeu en lien, donc en simple et en double, et le vocabulaire technique. Donc il y a vraiment un enjeu important là-dessus, et on y reviendra sur le B1 pour qu'un maximum de liens puissent être faits par les stagiaires entre les intentions de jeu, le rapport de force, ce vocabulaire tactique et le vocabulaire technique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, dès l'entrée en formation pour certains, et sinon faire le lien vraiment avec les fondamentaux du badminton sur ces aspects tactiques et techniques, et pas que sur l'aspect connaissance du bad et connaissance technique. Et donc connaître les fondamentaux en lien avec les intentions de jeu pour les illustrer. Et donc, encore une fois, ce qui peut nous paraître important, c'est qu'il puisse y avoir tous ces temps d'illustration et tous ces liens, et ces imbrications entre les frappes, les intentions et le rapport de force, et qu'il puisse vraiment y avoir ce lien constant entre ces éléments et que ce ne soit pas des parties qui peuvent être, on va dire, un peu dissociées. Donc sur le ruban PEDA, il y a vraiment des temps de terrain qui sont balisés et des temps théoriques. L'idée, ça peut être vraiment de pouvoir organiser les choses pour que, il puisse y avoir cette imbrication et que ce soit pas en théorie plus des éléments généraux sur présenter le rapport de force et qu'ensuite, quand on aille sur le terrain, on soit juste sur vivre les frappes, mais qu'il puisse y avoir une imbrication entre tous ces éléments. Donc, on a bien en tête que pour certains, vous aviez ces précédentes années déjà un petit peu intégré ces éléments-là, qui n'étaient pas, on va dire, concrètement explicités sur les supports fédéraux. Là, il y a une explicitation un peu plus forte et plus précise avec bon, bah, tous les schémas que vous pouvez retrouver notamment dans le parcours club et qui ont été présentés sur le clinique de Fernando l'année dernière. Et ils font partie intégrante maintenant des supports de formation, ce qui était pas le cas actuellement. Et puis, il y a eu quelques petites mises à jour au niveau du glossaire des coûts techniques, donc qui s'appuyait aussi hein, sur le glossaire du parcours club, avec quelques petits changements sur les coûts. Donc, toujours sur le MODEF, on a essayé là de lister tous ensemble quelques messages importants à faire passer. Donc, rapport de force et intention de jeu, en lien avec la logique interne, donc c'est un petit peu ce qu'on vient d'évoquer. Dans le ruban PEDA et traditionnellement, sur tous les bilans de formation qu'on peut lire et les échanges qu'on peut avoir avec vous tous, la logique interne, les caractéristiques du BAD
elles sont vraiment mises en avant dès le début, hein, dès l'entrée en fait au MODEF. Et l'idée, c'est de pouvoir tout au long de cette formation faire le lien entre la logique interne, le badminton, et puis le rapport de force, les intentions de jeu et les frappes. Donc, comme on évoquait à l'instant, l'idée, c'est que ces intentions elles puissent revenir très souvent et être présentes vraiment un maximum. Euh, donc, par des allers-retours, là, vous avez toute la liberté pédagogique, bien sûr, dans cette mise en œuvre. Et qu'encore une fois, ce ne soit pas un temps théorique sur cette présentation et qui soit pas en lien avec le temps pratique. C'est vraiment que les stagiaires puissent, tout au long de la formation, comprendre ces liens entre les frappes, à quoi elles servent, comment je les fais, bien sûr, mais pourquoi je les fais, dans quelles circonstances et quel lien je fais avec le jeu et le badminton. Un petit changement, un gros changement même peut-être par rapport au double. Donc par le passé, comme vous le savez, il y avait tout un temps un peu spécifique double avec les positions, attaque-défense, les zones de divorce, les rotations, etc. On se rendait compte en lisant les bilans de formation et en échangeant avec vous qu'il était parfois compliqué hein, de pouvoir intégrer le double correctement, on va dire, dans le planning, ou sinon parfois il fallait faire des choix, donc rogner un petit peu sur d'autres thématiques. Donc dans la refonte de la filière de formation, il y a vraiment des temps spécifiques doubles qui ont été réservés donc dans la filière animation sur l'animateur de créneau et dans la filière entraînement sur le B2. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir parler davantage du double et plus en profondeur, notamment sur ces aspects euh, de position attaque-défense, de rotation, de zone de divorce, de spécificité, de fondamentaux. Et parce que sur le MODEF, il n'y avait pas réellement le temps de le faire. Et parfois, les stagiaires n'avaient plus trop les éléments en tête quelques temps après. Et donc, l'idée, c'était bien de pouvoir avoir des temps spécifiques et beaucoup plus précis pour ces disciplines et en dissociant aussi les attentes dans l'animation et dans l'entraînement. Et donc, l'idée, c'est de plus aborder ça sur le MODEF. Alors, bien sûr, présenter le rapport de force, bien sûr, présenter les intentions de jeu et dissocier entre le simple et le double. L'utiliser, bien sûr, pour mettre en avant des frappes ou des situations. Donc, ça, c'est complètement possible, mais sans aller dans ce détail vraiment d'organisation et de spécificité du double. Donc, ça, c'est un petit changement quand même important. Et c'était un point sur lequel on voulait revenir avec vous ce matin pour essayer de bien revenir sur ces différences et que vous puissiez percevoir vraiment ces différences. Donc, bien sûr que l'idée, c'est de parler du double. On veut pas mettre le double au placard, bien au contraire. Et c'est pour ça qu'il sera au final plus vu sur les formations avec ces temps spécifiques sur l'animateur et sur l'entraîneur. Mais sur le MODEF, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller sur des éléments beaucoup plus généraux de rapport de force, d'intention, de frappe. Et encore une fois, si vous sentez que certains coups techniques, certaines frappes, certaines situations sont plus faciles à appréhender pour les stagiaires en double, eh ben, vous pouvez les mettre sur des situations de double, voilà, que ce soit au niveau des services, des frappes, voilà, sur des choix que vous pourrez faire. Voilà, c'est les éléments principaux qu'on voulait aborder avec vous là sur le MODEF, sur ce module des fondamentaux. On a réservé une bonne partie là du reste sur le B1. Donc on avait eu l'occasion déjà d'en parler un petit peu avec certains d'entre vous, de faire passer des messages. Et puis c'est pas on va dire la formation pour laquelle il y a eu le plus de changements. Euh, voilà, on vous peut insister là-dessus. Est-ce que déjà, vous, ça suscite des questions, des interrogations? Vous voulez faire des commentaires, revenir sur certains éléments? Si c'est le cas, c'est le moment, quelques minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Vas-y, Thomas, je t'en prie. Ouais, alors peut-être que tu vas en parler dans le B1, mais je suis juste surpris que le double soit repoussé jusqu'à le B2 en fait. Concrètement, en tout cas chez nous, et je pense que c'est à peu près partout pareil, les formations B2, c'est quand même pas celles qu'on organise le plus. C'est pas évident d'en organiser une tous les ans. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un wagon de personnes qui vont être formées via le MODEF et le B1
n'auront que très peu de notions de double. Ça me surprend un petit peu. Voilà, mais peut-être que tu vas l'évoquer dans le B1. Alors, pour répondre à cette question, donc, avec les nouvelles modalités de formation et notamment la possibilité de, de réaliser le B2 sous forme de module, il y a le module double qui est accessible et avec le prérequis EB1. Donc, ce sera complètement possible pour des ligues ou pour des stagiaires de s'inscrire uniquement au module double une fois qu'elles auront eu le B1. Donc, on peut tout à fait imaginer que donc, là, dans l'idée, il y a le MODEF avec cette présentation du double, des rapports de force, des intentions et des frappes en double. Voilà. Donc, c'est la formation EB1 où c'est vraiment un temps un peu plus générique d'apprentissage sans focus précis sur le double, mais il est quand même un petit peu évoqué sur l'étape 2 du DJ. Et après, les personnes qui ont validé leur EB1, elles peuvent très rapidement, si elles le souhaitent, aller sur le module double qui est assez court, une quinzaine d'heures, et elles peuvent avoir ce temps spécifique de formation. Donc, c'est aussi comme ça qu'on avait pu imaginer les choses avec ces fondamentaux, une petite réflexion sur le double quand même dans le B1 à la lumière des étapes 1 et 2 du DJ, et un temps plus spécifique qui peut arriver très vite après la formation EB1 ou un peu moins vite si les personnes le souhaitent. Et vraiment, où on parle que de double et où les personnes, elles ont vraiment un temps spécifique. Voilà. Donc, c'était comme ça que ça a été réfléchi, mais je te remercie de poser cette question pour qu'on puisse bien préciser ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques au sujet du MODEF? Et s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on puisse continuer. Donc, on va aller sur le B1 où il y a un petit peu plus d'éléments à évoquer avec vous. Donc, sur le B1, euh, on voulait vraiment remettre l'accent sur différents éléments. Donc, dans le cadre principal, le B1, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller sur de l'enseignement et donc toutes ces notions d'apprentissage envers les plus jeunes jusqu'à U13. Alors, bien sûr, c'est pas un diplôme qui est exclusivement réservé aux U13 et moins. Et donc, dans ces blocs pédagogie publique jeune et pédagogie publique adulte, il y aura vraiment des éléments à apporter aux stagiaires sur comment adapter le dispositif jeune qui a été pensé pour ces petites catégories à des minimes, des cadets ou des adultes qui commencent le badminton et pour lesquels il faut pouvoir enseigner et leur donner les bases de l'apprentissage. Donc, il y aura vraiment ces temps spécifiques qui seront proposés. Euh, mais l'idée, c'est vraiment d'aller plutôt sur ces catégories d'âge-là et avec la mise en œuvre exclusive des étapes 1 et 2 du DJ. Donc, ça nous paraissait vraiment important de pouvoir réinsister sur cet aspect-là et de se dire que le B1, c'était vraiment se baser sur l'étape 1 et 2 du DJ. Et donc que la suite de la formation était vraiment travaillée plus en profondeur sur le B2. On est plus sur une notion d'entraînement, donc quand les publics ont bien stabilisé les bases d'apprentissage. Et là, le parcours club prend le relais sur le B2. Donc vraiment sur le B1, on est à fond sur l'étape 1 et 2 du DJ, avec tout ce que ça veut dire en termes d'apprentissage, de préparation à la compétition. On y reviendra juste après. Et puis, la mise en place du pass-bad avec les premières plumes. Donc, il y a une petite erreur, je vois là, sur la plume bleue qui est vue sur le B2. Mais sur le B1, on est vraiment sur blanc, jaune, vert. On est vraiment sur blanc, jaune, vert. La plume bleue est vue sur le B2. On fera la modification par la suite sur le support qu'on vous enverra. Donc ça, c'est les premiers éléments qui nous semblaient vraiment importants de faire passer.
en termes de repères pour vous en tant que formateur et donc sur les messages principaux à faire passer. Alors par bloc, ça veut dire plusieurs petites choses. Donc sur ce bloc OTN, DJ et PassBad, sur le fond et sur la forme, c'est pouvoir mettre l'accent sur les points suivants. Donc, le fonctionnement par atelier, où il est vraiment important et central que ce fonctionnement par atelier il puisse être expliqué de manière assez précise aux stagiaires pour qu'ils puissent comprendre la mise en œuvre et ce que ça peut impliquer pour eux dans le cadre de leur club sur ce fonctionnement par atelier, même si on a bien conscience que dans un premier temps, peut-être que ça pourra créer un décalage pour certains parce que dans leur club, les conditions ne sont pas forcément réunies. Ça nécessite une organisation différente pour eux dans la mise en œuvre de leur créneau, dans la structuration de leur créneau et dans leur organisation. Mais il nous semble vraiment important que les formateurs puissent mettre l'accent sur cet aspect-là et que les stagiaires puissent vraiment tenter de mettre en œuvre ce fonctionnement et cette organisation par atelier, et aussi qu'ils puissent être responsabilisés dans la mise en œuvre de l'adaptation de l'environnement qui est préconisé. Donc le terrain raccourci, la raquette adaptée et les filets bas. Alors c'est peut-être des détails pour vous, mais on a pu se rendre compte que parfois, euh, c'était pas forcément toujours très clair pour les stagiaires, ou ça peut aussi nous paraître des choses qui sont tellement ancrées pour nous que qu'on n'a pas toujours cet élément en tête sur le fait de repréconiser ces aspects-là et être vigilant et responsabiliser les personnes qui se forment, de mettre en œuvre ces adaptations-là qui sont extrêmement importantes dans le développement et dans l'apprentissage des jeunes. Donc, on aurait pu lister plus de points, mais là, tous ensemble, on a plutôt retenu ces aspects-là sur la forme. Et puis, sur le fond, ce qui paraissait encore une fois central, c'est de pouvoir mettre en avant cette notion d'adversaire et de duel euh, dans la présentation du dispositif jeune. Et parfois, c'est vrai, quand on lit les fiches, donc le jeu du gardien de but, la mitraillette, on peut s'éloigner de cette notion d'adversaire, de cette notion de duel, alors qu'elle est au final très présente. Et donc, on a remis un petit peu dans l'étape 1 les OTN, comprendre le but de ses actions et agir avec une intention, avoir une intention à chaque frappe. Donc, de pouvoir faire le lien concret et régulier en fait entre toutes les fiches du DJ et le dispositif jeune et cette notion de duel et d'adversaire. Donc, on a mis le lien avec le MODEF et tout trouvé. Parce que comme on l'a dit juste avant, cette notion d'intention, de rapport de force qu'on souhaite vraiment replacer au centre du MODEF, eh ben, il y a une vraie continuité avec le B1. Et l'idée, c'est que les stagiaires qui suivent en fait ce processus de formation-là puissent faire le lien, encore une fois, entre ces éléments sur les intentions de jeu, les rapports de force qui leur ont été présentés sur le MODEF, puissent avoir un écho sur le B. Donc, ça veut peut-être dire que les personnes qui ont passé le MODEF, par exemple, l'année dernière et qui viendraient aujourd'hui sur le B1, il faudra peut-être prendre en compte cet élément et éventuellement revoir avec eux ces aspects-là. Ce sera peut-être à voir en fonction. Mais, euh, mais en tout cas, sur ce lien concret avec cette notion de compréhension, d'intention sur les frappes, nous paraissait important de remettre en avant sur le B1 et dans la présentation du dispositif jeune, parce que parfois, quand on met en avant les fiches et quand on met en place les fiches, cette notion de duel ou d'adversaire, elle peut parfois être absente. Donc, tout ça, ça peut sous-entendre aussi la compréhension de ces termes entre animation, enseignement, entraînement et la notion d'animer aussi. Donc, ça, c'est un des outils qu'on souhaitera mettre en avant à la fin. On ne sait pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur la plateforme et de pouvoir regarder un petit peu les supports et outils qu'il y a. Donc, il y a eu quelques nouveautés aussi sur ça. Les supports ont changé, il y en a un petit peu plus. Les outils ont changé, il y en a un petit peu plus. Et donc, il y a un glossaire sur les frappes et sur l'aspect, on va dire, technique. Et il y a aussi un glossaire un peu plus large et général sur ces termes d'animation, d'enseignement, d'entraînement et sur le mot animé. Et il nous semble important que les personnes, les stagiaires qui viennent se former, puissent bien comprendre ce que veut dire enseigner et bien comprendre ce que veut dire aussi animer un créneau, animer une séance et qu'ils puissent être au clair sur ces petits mots. Donc voilà pour ce premier bloc, avec encore une fois donc, cette notion d'intention, d'adversaire et de duel, et puis cette notion d'atelier et d'adaptation de l'environnement
qui sont des éléments clés à mettre en avant. Alors, encore une fois, c'est des choses que certains faisaient déjà, que beaucoup faisaient déjà, mais on voulait pouvoir remettre l'accent peut-être sur ces éléments-là. Alors, pour le bloc pédagogie public jeune et public adulte, comme on le disait, ce bloc-là, ces blocs-là, ils sont vraiment pensés pour pouvoir comprendre les adaptations possibles pour donc les publics jeunes, euh, surtout minimes, cadets, juniors qui commencent et pour qui on pourrait appliquer les étapes 1 et 2 du DJ, et les publics adultes aussi qui commencent et pour qui on pourrait adapter les étapes 1 et 2 du DJ. Donc, il est vraiment pensé pour ça. Et donc, dans l'idéal, ce serait parfait que les stagiaires puissent avoir, dans leur temps d'alternance et dans le public encadré pendant les temps de formation, des passages avec ces publics-là. Donc, nous, on préconise bien sûr, si possible, un encadrement régulier de public U9, U11 ou U13 au sein des créneaux du club. Et donc, si les stagiaires des clubs encadrent ces publics, dans l'idéal, il serait parfait qu'ils puissent avoir sur les week-ends de formation ou sur divers temps de formation, si vous accolez ça à des stages par exemple, ou dans des formations en soirée pour des mises en place de formations en soirée, des temps avec le public adulte et pourquoi pas avec un public cadet ou junior qui débute et pour lequel il faudrait adapter les étapes 1 et 2 du DJ. Donc, encore une fois, sur ce bloc pédagogie public jeune et adulte et sur le bloc pardon, OTN, DJ et PassBad, il y a tout un package avec des messages importants à faire passer, aussi sur la gestion de groupe. Et parfois, c'est difficile de savoir si on est dans un bloc ou dans un autre, si on est dans le pédagogie publique jeune ou pédagogie publique adulte, ou si on est sur OTN, DJ et PassBad. Par exemple, quand vous faites un retour aux stagiaires sur la manière dont ils ont pris en main le groupe adulte qui est venu sur le week-end de formation, comment est-ce qu'ils ont géré les ateliers, est-ce qu'ils ont bien compris comment organiser les ateliers, est-ce que la consigne était bien passée. Des fois, on est un peu à la frontière en fait entre ces deux blocs. Et donc, on s'entend que c'est pas toujours très simple pour vous ou même pour nous de savoir quand est-ce qu'on est dans l'un ou dans l'autre. On a eu pas mal de questions à ce sujet-là pour ceux qui réfléchissaient à d'autres manières d'organiser la formation. Donc, par exemple, sur les formations en soirée ou sur des formats hybrides, comme là, il y a des volumes horaires qui sont vraiment fléchés en face de chaque bloc. Des fois, c'est des choses qui sont un petit peu diluées et qui vont ensemble. Donc, on s'entend que c'est pas toujours très simple pour vous de savoir parfois où est-ce que vous en êtes dans la mise en œuvre des blocs et dans les retours qui peuvent être faits aux stagiaires. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on aura toujours un petit peu de souplesse sur les demandes d'adaptation qui seront faites. Si sur les formations en soirée, par exemple, ou sur les formations hybrides, il y a un temps qui est un petit peu plus important sur le bloc pédagogie publique jeune ou sur le bloc OTN par rapport à ce que nous, on demande au niveau fédéral. On peut avoir une petite souplesse parce qu'on se rend compte que des fois, la frontière entre ces deux blocs, elle est pas toujours très simple à comprendre. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir se dire que ces heures qui sont allouées sur la pédagogie publique jeune et publique adulte, c'était vraiment proposer des adaptations pour les minimes, cadets, juniors et adultes qui commencent et pour lesquels on doit enseigner les apprentissages de base, qui sont évoqués dans l'étape 1 et 2 du DJ, et comment faire pour qu'eux puissent s'approprier les choses. On s'entend bien que le jeu du gardien de but pour les mini-bads, on peut difficilement l'appliquer tel quel pour des adultes qui commencent. Donc, c'est comment pouvoir adapter ces choses-là. Donc, voilà pour la petite différenciation entre les deux sur l'esprit et la philosophie globale, même si dans les faits, les frontières parfois sont un petit peu difficiles à marquer. Et puis le bloc compétition et rencontre. Donc pour nous, on a fait une petite différence entre ces termes. Cette différence, elle est aussi marquée sur la filière animation. Donc on part du principe globalement que les compétitions, c'est toutes les rencontres qui vont être déclarées. Donc les rencontres Promobad et des compétitions classiques. Les rencontres, ça peut être tous les éléments qui vont pas rapporter des points dans Puna. Alors quand je dis déclaré, pardon, c'est vraiment qu'ils vont compter des points dans Puna et déclarer comme compétition, parce qu'on peut déclarer sous d'autres formes sur Puna. Donc les rencontres, c'est vraiment tous les temps d'animation, les rencontres, les rassemblements,
mais qui vont pas rapporter des points, qui vont pas permettre aux jeunes d'être compétiteurs dans le sens avoir un classement. Donc les plateaux mini-bad, par exemple, sont considérés comme des rencontres. Ce qui nous semblait important, vraiment, et ça c'est quand même une nouveauté, c'est de pouvoir spécifiquement euh, flécher des temps de formation sur cet aspect-là et comment préparer les jeunes à aller sur les rencontres et les compétitions, et donc comment intégrer au sein des séances des temps de préparation à la compétition et aux rencontres pour se dire, bah tiens, nos jeunes sont prêts à y aller. Euh, on a essayé de donner quelques repères. Donc, dans le support de formation, là, dans le PowerPoint, vous pourrez trouver, on a essayé de donner un petit peu des niveaux de référence pour les stagiaires avec être capable de compter les points, être capable de mettre en jeu le volant, être capable de reconnaître les côtés pairs et impairs, se placer au bon endroit quand je suis receveur, etc. Donc, quelques petits repères concrets et qui forcément s'apprennent et peuvent être intégrés sur les temps d'apprentissage. Donc vraiment, ça, pour le coup, c'est une nouveauté. C'était pas explicite sur les formations EB1, même si ça pouvait être abordé encore une fois, vous pouviez le faire, mais ça a été de manière un petit peu moins explicite. Et puis, bien sûr, il y a responsabiliser les encadrants EB pour pouvoir connaître les offres de pratique qui sont mises en place et qui sont organisées dans leur comité et dans leur ligue pour pouvoir, bien entendu, orienter les jeunes et se rendre compte quand est-ce qu'ils sont prêts à aller sur une rencontre et les orienter vers les bonnes rencontres et quand est-ce qu'ils sont prêts à aller en compétition et puis pouvoir les orienter sur les bonnes compétitions. Donc sur la mise en œuvre des formations, vous verrez que sur le ruban PEDA, on a évoqué aussi un accompagnement en compétition ou en rencontre. Donc c'est une petite nouveauté où on demande explicitement aux stagiaires en formation de pouvoir se déplacer et de vivre en fait avec les jeunes de leur club une compétition ou une rencontre. Encore une fois, c'était pas quelque chose qui était explicité sur les formations EB auparavant. Et donc l'idée, c'est de bien pouvoir amener les jeunes sur ces temps-là et que les encadrants EB1 en formation puissent connaître un petit peu ces compétitions concrètement, se rendre compte ce que ça veut dire d'accompagner les jeunes et que ça puisse peut-être rentrer aussi dans une mécanique d'organisation et dans une réflexion globale pour pouvoir intégrer potentiellement ces accompagnements ponctuels ou réguliers au sein du club. Donc là, bien sûr que chacun, en fonction des offres de pratique départementales, régionales, vous pourrez amener toutes les spécificités et toutes les informations qui sont en lien avec ce que vous mettez en place. Donc voilà pour ces messages importants sur ce blog. Donc c'est une vraie nouveauté, pouvoir faire en sorte que les stagiaires EB1 comprennent que emmener les jeunes en rencontre et en compétition, ça se prépare. Et donc il faut pouvoir l'amener au fil de l'eau tout au long de la saison, qu'il y a quand même beaucoup de compétitions et de rencontres différentes. Et donc les connaître, c'est le premier pas pour pouvoir orienter les jeunes, les accompagner en y allant au moins une fois et donc pouvoir que les personnes en formation puissent emmener les jeunes sur une rencontre ou une compétition et qu'ils puissent bien appréhender les différences entre ces termes. Donc tout ça, mine de rien, ça fait pas mal de messages, de petits messages à passer. On a pour le coup essayé de formaliser, entre guillemets, un petit visuel sur une formation EB1, avec pourquoi pas un petit questionnaire préalable au début qui pourrait être passé aux stagiaires. Donc nous, là, on va finaliser un document pour peut-être vous aider à ce sujet-là et on espère pouvoir le mettre là d'ici la fin de la semaine prochaine avant les IFB, sinon pour pouvoir peut-être vous guider un petit peu, mais peut-être pour mieux comprendre les stagiaires. Avant qu'ils puissent s'inscrire en formation, que vous ayez un maximum d'éléments à leur sujet, quand est-ce qu'ils ont passé le MODEF, quel type de créneau ils encadrent, par exemple, pour que vous puissiez avoir une vue assez large et complète du groupe qui s'inscrit en formation. Donc sur le temps de formation 1 ici, donc on a mis différentes modalités. Donc le week-end 1, c'est une formation en week-end. En soirée, si vous faites des formations en soirée, ça peut être en visio ou en format hybride. En visio, pardon, s'il y en a qui proposent un format hybride.
un temps d'alternance, donc de mise en pratique. Et puis ensuite, quand vous revoyez les stagiaires, quand les formateurs revoient les stagiaires, un temps de retour sur l'alternance, donc les apports complémentaires ou des nouveaux apports en lien avec les attendus de la formation. Donc c'est le temps de formation 2, et puis après ça enchaîne, donc temps d'alternance, temps de formation 3, etc. Donc si vous avez organisé votre formation en soirée, il peut y avoir 8, 10, 12 temps de formation. Si c'est en week-end, il peut y avoir 4, 5, 6 temps voilà, de formation. Donc ça, c'est bien sûr en fonction de l'organisation souhaitée. Si c'est en hybride, c'est pareil. Et puis à la fin, un petit questionnaire global de fin de formation et un temps de validation par le ou les formateurs. Donc on y reviendra un tout petit peu à la fin sur les modalités d'évaluation. Donc, comme vous voyez là, il y a vraiment ce temps d'alternance qui est valorisé et qui est explicité ici sur les temps de retour sur alternance. Donc ça, c'est un petit point aussi qu'on voulait réévoquer avec vous euh, sur, euh, sur cette organisation globale, sur les retours sur alternance, où pour nous, c'est vraiment quelque chose de central. Alors, sur l'organisation, pour être concret, on ne va pas demander d'attestation, en tout cas nous au niveau de la fédération, on ne demandera pas aux formateurs, aux ligues de nous faire remonter des attestations avec un volume horaire, avec une signature du stagiaire, du président de la ligue, etc. Ça avait été le cas par le passé et ça pouvait surtout être chronophage et difficile à gérer pour les ligues parce que parfois il y avait des retards dans les documents qui étaient rendus. Il fallait que les formateurs courent après les attestations. Ça décalait les rentrées dans Puna. Il y avait des stagiaires qui étaient rentrés, pas d'autres. Enfin, voilà. Donc, d'un point de vue de la mise en œuvre, pour essayer d'avoir un peu plus de facilité, on n'aura pas de demande à ce sujet-là. Euh, les ligues, si elles le souhaitent, hein, peuvent le mettre en œuvre. En tout cas, l'idée, c'est via ces retours réguliers, pouvoir se rendre compte si les stagiaires pratiquent ou pas, pouvoir revenir sur leur expérience, qu'ils puissent, eux, la mobiliser, prendre du recul. Et donc, c'est important que les formateurs puissent donner des commandes précises à mener durant le temps d'alternance. Donc, ça peut être des choses toutes simples, sur mettre en œuvre un fonctionnement par atelier, ça peut être se concentrer sur une passation de consignes. Voilà, ça peut être vraiment sur des choses assez simples et générales en fonction du profil du groupe et des modalités pédagogiques. Si vous êtes sur une formation hybride où vous avez des petits temps réguliers de retour par des visios d'1 h 30 ou 2 heures ou en soirée où vous voyez les personnes régulièrement, la nature de la commande elle sera forcément différente que si vous avez des week-ends avec parfois 4, 5 semaines, 6 semaines entre ces week-ends. Mais ça peut être vraiment important que les stagiaires ils puissent avoir des commandes claires en fait, hein, sur des points d'attention et sur leur mise en pratique. Donc là, encore une fois, hein, ce seront vraiment les formateurs qui pourront adapter les commandes à ce sujet-là. Et puis vraiment prendre ce temps de retour sur alternance. Ça, c'est un élément vraiment central qui est balisé dans le ruban PEDA. Vous avez pu le voir, d'utiliser ces temps pour que les stagiaires ils reviennent sur leur expérience, que vous puissiez les questionner, faire des liens avec ce qui a été vu sur les temps de formation auparavant et ce qui va être vu, sur les difficultés, les réussites et vraiment utiliser ces temps-là comme des temps réels et concrets de formation. Après, bien sûr, que vous aurez complètement, en tant que formateur, la main sur la modalité. Donc, est-ce que c'est encore une fois en présentiel, donc sur les week-ends de formation, sur des réunions complémentaires? Est-ce que c'est en distanciel sur des temps en soirée? Est-ce que vous leur demandez des comptes rendus écrits? Voilà, là c'est vraiment à votre convenance, à la convenance des formateurs et en fonction de ce que vous pouvez organiser. On sait qu'il y a des ligues qui fonctionnent avec des sphères, avec des plateformes partagées. Ça peut être le moment de les utiliser. Ça peut être l'occasion de créer des groupes WhatsApp entre stagiaires avec les formateurs pour pouvoir partager des choses qui ont été vues au sein de la formation, des modalités de mise en œuvre, avoir des échanges réguliers avec les stagiaires sur ce qu'ils peuvent faire. Voilà, là, il y a vraiment une liberté du formateur et de la ligue sur la mise en œuvre. Mais en tout cas, ce temps d'alternance et la valorisation de ce temps d'alternance, c'est un élément important, ce qui veut dire que en amont, euh, vous avez pu eh ben, peut-être passer le message, en tout cas clarifier l'importance de prendre en main des groupes. Et donc, cette prise en main de groupe, c'est un réel prérequis pour que les personnes puissent venir suivre la formation. Si les personnes n'encadrent pas de groupe, hein, bien sûr que elles ne peuvent pas intégrer cette formation EB1 parce qu'elles ne pourront pas mettre en œuvre tout ce qui leur sera demandé. Et encore une fois, c'est peut-être un élément important dans la communication et sur le questionnaire préalable.
le rappeler, ou en tout cas vous avoir en tant que formateur toutes les informations à ce sujet-là. L'idée pour nous, après, c'est de faire un zoom sur quelques outils à disposition, la validation de la formation, les éléments pédagogiques et le bilan. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions, remarques, retours sur ce qu'on s'est dit là? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur les blocs? Vas-y, Simon, ouais, je vois que tu lèves la main. En fait, moi, je me pose la question, tu parlais en plus des offres compétitives etc. Est-ce que notre objectif aussi, c'est pas d'essayer d'emmener avec nous sur les plateaux, le DAD, etc., tous les gens qui vont aller en formation EB1. Et comme ça nous permet en plus d'avoir un peu une formation continue et un suivi beaucoup plus régulier. Donc, juste pour être sûr que je comprenne bien ta question, c'était proposer des temps de formation sur un plateau, par exemple, c'est ça? Ouais, ou essayer en fait de les impliquer un maximum et de les faire venir sur des actions territoriales en dehors de la formation, en fait, pour appuyer tout ce qu'on va leur dire en formation. Et en plus de ça, je pense qu'il y aura une proximité beaucoup plus importante. S'ils viennent sur les plateaux, je pense qu'il y aura encore plus ouais, des échanges. Et je pense que peut-être arriver à les impliquer, les mobiliser sur ces temps-là, je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant peut-être que de l'échange en fait, par Alors, mail, par des choses comme ça. ouais, alors il y a plusieurs éléments, en effet. C'est sûr que sur les temps de prise en main de groupe le week-end, donc sur les formations week-end, où il y aura des temps de prise en main de groupe le week-end, euh, c'est vrai qu'il y a une réelle question à se poser sur les choix que vous pouvez faire pour pouvoir regrouper les stagiaires. En tout cas, sur les plateaux, il faut simplement que ça remplace pas le déplacement sur le bloc, donc compétition et rencontre. Là, l'idée, c'est que vraiment les stagiaires puissent se déplacer avec leur groupe sur une rencontre et une compétition. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette démarche d'amener mon groupe de jeunes sur une rencontre ou une compétition. Après, vous, ça peut être une possibilité d'utiliser un plateau comme support pour pouvoir avoir un accueil de public sur un week-end de formation. Donc ça complètement, et ça peut permettre de rencontrer peut-être d'autres interlocuteurs et d'autres acteurs en fonction de l'organisation de la ligue, s'il y a le référent du comité qui vient ou du secteur, voilà, en fonction des ligues. Donc ça complètement. Après, le dispositif à venir, il est pas mis dans les contenus de formation ici. Donc, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de confusion et que ça ne vienne pas rajouter des éléments complémentaires. Ça peut complètement être vu comme un temps de formation continue. En tout cas, sur le dispositif à venir, si on se tient vraiment à l'organisation fédérale, avec les temps qui sont accolés et puis la philosophie de détection, c'est vrai que cet aspect détection, on n'en parle pas là sur le B1. Donc, il faut pouvoir veiller à ce que ça fasse pas des contenus en plus et que ça soit pas trop, quoi. Voilà. Donc là, c'est vraiment des choix en fonction de l'organisation des ligues. Mais utiliser le plateau comme support, ça peut tout à fait être un choix adapté parce qu'il y a un groupe qui vient et que ça peut être beaucoup plus facile en termes de logistique et qu'il y a un public qui est présent. Ça demande de bien clarifier les rôles, qui fait quoi, et que la commande pour les stagiaires soit précise, que chacun sache ce qu'il fait et que voilà, ça demande pas un peu plus de logistique, mais ça peut tout à fait s'organiser. Mais l'idée, c'est que ça remplace pas vraiment le déplacement sur un plateau qui doit être organisé euh, qui doit être mis en place, hein, et vraiment réalisé par les stagiaires. Après, comme tu le dis, hein, le fait que les stagiaires EB puissent rencontrer les acteurs du territoire et qu'il y ait un maximum de liens, là, c'est vrai que ça, c'est un enjeu vraiment important. Et l'idée pour nous, c'est aussi de pouvoir laisser tous ces temps-là de présentation, que ce soit dans ce diplôme-là, le B1, via la présentation des compétitions. Donc, ça peut être le moment aussi de faire le lien avec les personnes à solliciter, les acteurs de terrain. Et dans le diplôme d'animateur, on y reviendra sur les autres temps de présentation sur ces diplômes. Il y aura aussi vraiment des temps spécifiques pour que, oui, comme tu l'évoques, les bénévoles puissent bien identifier les personnes, les acteurs importants de leur territoire et qui est-ce qu'elles peuvent cibler. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est bon, c'est bon. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interrogations? Ouais, Sam? Juste une petite question, un point de détail par rapport à ta première diapo. Sur les plumes, Oui, je voyais qu'il y avait la plume bleue qui était intégrée dans le B1. Donc j'avais cru comprendre qu'elle disparaissait de le B1. oui, Je oui. voulais que Ouais, c'est une erreur de notre part, ouais. Ouais, ouais. C'est une erreur de notre part. Sur le B1, on est vraiment blanc, jaune, vert, et la bleue, c'est sur le B2, ouais. Ouais, ouais. Ok. On fera la petite Ok. modif quand on vous enverra le support. On est bien d'accord là-dessus. La bleue, c'est sur le B2. Ok. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on continue. Il y aura un petit temps à la fin, de toute façon, sur les questions. On voulait faire un zoom sur trois outils. Donc, si vous avez eu l'occasion de parcourir la plateforme, il y a de nouveaux outils qui sont apparus. Donc, il y a des outils un peu transversaux, par exemple le contenu du sac pour les jeunes là, qui peut être donné notamment sur le blog compétition et rencontres, comment préparer mon sac de compétition. Donc ça, certains ont déjà peut-être eu accès à ce document via le SAM. Il y a aussi d'autres documents un peu plus généraux. On ne voulait pas repasser tous les outils. On pensait que ce n'était pas le plus pertinent euh, pour tout le monde. On a préféré mettre l'accent sur trois outils spécifiques et peut-être nouveaux, ou en tout cas retravaillés. Donc, je vais laisser la parole à Fred pour qu'il puisse présenter la vidéo éthique compétitive parce qu'il a été l'acteur principal sur ce travail-là. Et puis après, on complétera sur les formes de travail et puis les glossaires. Donc, Fred, je t'en prie, si tu veux prendre la parole. Est-ce que est-ce que tu arrives à prendre la parole, Fred? J'ai pas l'impression. Il n'a pas de micro qui apparaît à côté de son nom. À mon avis, Ok. à mon avis, il est sur un paramétrage de Teams d'avant. Ça fait ça parfois. Ah. Et puis surtout, Ok. il vient de disparaître là, non? Peut-être qu'il se reconnecte. Ok. En tout cas, par rapport à cette vidéo-là, donc éthique compétitive, c'est un projet qui a été mené au club de Sartrouville, et donc un projet qui a été valorisé par la fédération. Il y avait un appel à projet qui avait été lancé. Le club de Sartrouville avait été retenu dans Il est cet dans les appel à projet. spectateurs, là, Camille. Il faut que tu le fasses rentrer en Ouais, ouais, ouais. panéliste. Et je te remercie. Je vais le faire rentrer en panéliste. Et donc, Fred avait mis en œuvre ce projet notamment, où il y avait un travail global et général au sein de l'école de Gênes euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre en avant différents aspects sur le développement de la citoyenneté et aussi sur l'apprentissage de la compétition. Sur l'apprentissage de la compétition. Donc, il y a une petite vidéo qui a été faite à ce sujet-là et qui permet de mettre en avant tout ce que le club de Sartrouville a pu organiser pour que les jeunes apprennent la compétition et puissent se lancer plus tard aussi dans la compétition avec des bases euh, plutôt stabilisées et plutôt acquises. Et ce cadre-là rentre aussi dans un développement de la citoyenneté. Donc, dans ce développement de la citoyenneté, on sait bien que parfois cette thématique-là de citoyenneté, elle est pas toujours facile à aborder. Donc, c'est pareil, ça fait partie des obligations
qu'il peut y avoir au niveau fédéral dans les mises en œuvre de Ben, me formation et dit dans les qu'il se fait contenus abordés. éjecter. Il se fait éjecter de Zoom. C'est pas sympa, ça, Zoom. Mm. Donc, sur cette vidéo, la éthique compétitive, donc c'est à la frontière entre le développement de la citoyenneté et de l'apprentissage de la compétition pour les jeunes. Et donc, c'est peut-être une manière concrète pour vous d'expliciter et de mettre en avant le travail qui peut être mis en œuvre et réalisé dans le cadre de la citoyenneté, qui est une thématique qui n'est pas toujours fun, pas toujours très simple à aborder et sur laquelle on ne va pas se le cacher, il peut y avoir parfois des impasses. Donc l'idée, c'était au-delà des diapos et des supports de présentation qui peuvent être parfois lourds, et ben, trouver une manière concrète de parler de ça et qu'il y ait une notion d'éthique dans l'apprentissage de la compétition et en termes d'attitude et de comportement au niveau de la compétition, mais aussi sur l'apprentissage de la compétition au sens large, en lien avec le bloc compétition et rencontre. Donc très concrètement, ça a été une intégration au sein du club de petits temps spécifiques à chaque fin de créneau sur des petits temps d'arbitrage, sur une organisation globale de compétition, comment bien la comprendre, comment l'appréhender, comment la mettre en œuvre, comment gérer une feuille de score, quelles annonces, avec un petit temps aussi en anglais qui a été proposé aux jeunes. Et donc, ça nous paraissait peut-être important et intéressant de vous le partager pour que vous puissiez peut-être plus concrètement imaginer ce que ça peut donner et surtout donner des idées potentiellement au club et aux stagiaires EB1 qui, euh, qui, qui seront présents en formation et qui puissent peut-être se projeter davantage sur ça. Donc, si Fred revient, il pourra peut-être le commenter tout à l'heure, parce qu'il est le mieux placé pour en parler. Je vois qu'il y a Flavien du club de Sartrouville. Si tu veux aussi, Flavien, euh, faire un commentaire à Il ce se sujet-là. reconnecte, il est Pas en de train de problème. redémarrer l'ordi. Voilà pour cette vidéo d'éthique compétitive. On avait... Ah, il est là, ça y est, je le ouais. vois. Fred, Est-ce que ça fonctionne? ah, parfait. Je suis désolé de cette interruption technique sur laquelle je suis toujours en grande difficulté ensuite. Je sais que cliquer, je sais rien faire d'autre. La parole est à toi. Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu J'ai évoqué en as quelques dit? mots la vidéo éthique compétitive en évoquant que c'était un appel à projet fédéral et que cette vidéo, elle était sur deux champs, sur l'aspect éducation citoyenneté et sur l'aspect aussi, enfin, sur le bloc compétition et rencontre avec un apprentissage de la compétition. Voilà, j'ai donné quelques mots. Si tu veux donner un peu plus de détails, je t'en prie, tu as la parole. Ben, merci à ceux qui voudront bien la regarder, de voir ce qu'il en est donc et éventuellement de nous faire un retour sur leur compréhension et l'intérêt qu'ils peuvent y porter. Ce qui est important à avoir également en tête, si Camille là ne l'a pas encore dit, c'est que dans la filière jeune arbitre qui est en train d'être recomposée, définie, ce premier temps qui est proposé à travers ce projet est retenu comme étant le premier temps de la filière jeune arbitre. Attention que c'est pour ça que ça s'appelle éthique compétitive, ils ne deviennent pas arbitres. Parce qu'en fait, tout le travail que j'ai proposé et qui a été repris ensuite ne leur apprend pas à juger les lignes. Donc, ils ne sont pas arbitres au sens fort du terme. Par contre, ce qui nous a semblé important et ce qui m'a semblé moins important dans ma pratique éducative, c'est de faire en sorte que les jeunes comprennent ce qu'est un arbitre, comprennent le respect qu'il faut avoir, comprennent le respect de l'adversaire. Et donc, il y a deux outils qui ont été proposés. Là, il y a la vidéo qui vous a été proposée. Puis sinon, il y a un quiz dynamique qui est aussi possible, mais qu'on n'a pas encore proposé là.
parce qu'il faut le bon support pour que vous puissiez tous y avoir accès. Et on s'est dit, et la filière jeune arbitre le dit également, ce n'est pas forcément aux arbitres d'apprendre ces types de choses. Mais nous, chacun dans nos clubs, et donc tous les stagiaires que vous allez avoir en EB1 et qui vont retourner dans leur club, pourquoi n'aurait-il pas ce rôle d'apprendre ce qu'est un arbitre, ce qui pourrait, pour certains d'entre eux, leur montrer aussi certaines choses et leur faire toucher du doigt la difficulté de ce positionnement et du respect ensuite de l'adversaire quand on est sur le terrain. Alors, on ne le préconise pas pour des mini-bads, on ne le préconise pas forcément pour des poussins, mais à partir de Benjamin, je pense que c'est très très bien. Et là, l'idée, elle est, chaque semaine, ou presque, en fonction de la façon dont vous travaillez, de leur proposer d'apprendre une des annonces qui peut être faite, d'apprendre d'abord la feuille de score, puis d'apprendre comment on parle avec la feuille de score en disant service perdu, puis de savoir présenter les joueurs au début, puis de savoir dire arrêt de jeu, puis de savoir dire point de match ou point de set, match remporté, puis de savoir comment on arrive sur le terrain quand un arbitre officiel est là, pour qu'on comprenne qu'il y a un certain nombre de règles qu'on peut respecter. Et ce qu'on voit derrière, c'est que, et là, on n'est pas encore assez loin là-dessus, est-ce que nos compétitions, nos rencontres ne pourraient pas permettre à un moment que ces jeunes à qui on a appris cette première étape d'éthique compétitive officient pour faciliter certaines choses. Alors ce sont ce qu'on appelle des scoreurs améliorés, n'allons pas trop vite en besogne, mais l'expérience à Sartrouville montre que certains se disent mais pourquoi je continuerai pas là-dedans? Pourquoi est-ce que quand il y a des séances d'entraînement ou d'enseignement, ça leur fait plaisir d'être à un moment, de jouer le rôle d'arbitre, hein, une jeune qui était là et qui arrive avec une main dont elle ne peut pas se servir ce soir-là, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse faire? Comment tu veux nous aider? Elle me dit, je peux faire de l'arbitrage. Et pourtant, c'est une compétitrice acharnée qui était la meilleure du groupe, mais non, ça ne l'a pas gênée d'aller jusque-là. Et dans le domaine éducatif, vous le verrez sur la vidéo et vous aurez le droit de rire en l'entendant, je les emmène même à exprimer tout ça en anglais. Parce qu'il n'y a pas de raison que éducativement, on n'aille pas jusque-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être des arbitres de la BWF ou de BE, hein, bien évidemment, mais ça leur montre une dimension supplémentaire et je pense que c'est utile. Donc, j'espère que vous adhérerez à cette proposition, j'espère que vous mettrez en œuvre. On est encore dans des étapes de faisabilité, mais s'il y a de la faisabilité qui se fait de manière un peu plus large, eh bien tant mieux. Mais cette étape de faisabilité va nous montrer comment encore améliorer les choses. Il y a une feuille de route qu'on n'a peut-être pas mise d'ailleurs sur le SharePoint là, des formateurs, mais peut-être qu'on pourrait aussi la mettre pour donner quelques indications supplémentaires sur le rythme à proposer. Voilà un peu ce que l'on peut dire et qui devrait se mettre en place de manière plus officielle. Et à mon sens, n'attendons pas que les arbitres viennent faire les choses, mais nous, en tant qu'éducateurs, puisqu'on est avec eux au quotidien, ne devons-nous pas prendre ce rôle? Et ça, c'est la proposition très forte qui est faite et qui, à mon avis, permettra une motivation supplémentaire de tous nos jeunes dans nos clubs. L'UNSS le fait très bien. Pourquoi est-ce que nous, on ne le ferait pas? Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas cette première étape qui vient vraiment en complément des blocs compétition et rencontres, comme le disait Camille juste avant. Et si vous avez quelques interrogations ou réactions, n'hésitez pas. On peut en parler quelques instants si vous le souhaitez. Moi, je vois la question de Germain, mais j'aimerais bien que tu la précises quelque peu, cette question-là.
Parce que j'arrive pas à comprendre la différence que tu vois entre le dispositif jeune et ce qu'on propose dans la formation là. Sur quel point tu penses qu'il y a un décalage? C'est en rapport à ce que disait Camille tout à l'heure, là, où certaines fiches aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu comprendre, le B1, ça va plus vers de la dualité, euh, de la compétition. Et comme il disait tout à l'heure, certaines fiches aujourd'hui, c'est plus comme le gardien de but ou la mitraillette en main basse avec des zones et tout ça, c'est moins dans l'adversité et la combativité c'est par rapport à ce que disait Camille au début sur ces points-là. Alors, ce qu'il faut savoir sur le dispositif jeune, c'est que c'est vrai que le moduel n'apparaît pas clairement dedans. Et pourtant, quand Éric Silvestri, qui est à l'origine de ce dispositif, l'a écrit, et c'est ce qu'il regrette derrière a posteriori, c'est de ne pas avoir assez marqué ce moduel. Mais en fait, il est présent parce que dans l'étape 1, notamment, la fiche la plus importante de chaque période, c'est soit échange dirigé, soit duel. C'est celle-là qui fait sens. Et donc, il est au cœur des choses. Maintenant que l'on ait pris les fiches pédagogiques en regardant le dessin et en se disant, tiens, il faut que je reproduise le dessin, et il y en a encore qui sont là-dedans, c'est un peu ballot. Évidemment, c'est à nous de mettre le sens du jeu, le sens du duel là-dedans. C'est pour ça que le module des fondamentaux remet ça clairement en avant. C'est pour ça que le B1, il faut absolument poursuivre et qu'on a dit que le lien avec le MODEF était tout trouvé. Mais là, c'est, je pense, il y a sûrement des choses qu'on peut revoir dans le dispositif jeune. Maintenant, ça fait 13 ans qu'il est né, puisque c'était en août 2010 qu'il a été présenté pour la première fois. Qu'il y ait des choses qui soient à préciser ou à rendre plus explicites, je te rejoins complètement. Maintenant, je pense qu'on a toutes les armes aujourd'hui, si on a bien compris cette dimension-là du sens du jeu, du sens du duel, pour arriver à l'exprimer de cette manière-là, parce que dans chacune des étapes, il y a toujours une dimension technique liée avec la mitraillette. Il y a toujours une mitraillette voulant dire surtout comment on peut faire pour que les gamins touchent le plus de volants possible pendant une séance, et notamment pendant cette séquence-là. C'est pas juste du multivolant où on envoie juste un volant, la mitraillette, à mon sens, même si elle est prise essentiellement dans cet esprit-là. Il y a toujours une dimension de motricité, il y a toujours une dimension de maniabilité, et il y a toujours une dimension de duel avec l'échange dirigé ou le duel explicitement. Et tout ça doit être mis en cohérence. Malheureusement, et ça, c'est à mon sens, il faut s'apesantir là-dessus quand on délivre cette étape 1, voire cette étape 2, de mettre de la cohérence entre les fiches pour véritablement ne pas les faire se juxtaposer, mais les faire vraiment se lier entre elles. Et là, on verra que le duel, il est clairement au cœur des choses, parce que si je pars de l'échange dirigé ou du duel, je vais envisager ma mitraillette dans une situation de jeu et obligatoirement, j'ai un adversaire, même si celui-ci ne va pas être le plus tenace possible, parce qu'on n'est pas obligé d'en mettre un de manière effective, ou alors l'encadrant est là. Dans la motricité, et c'est ce qui est marqué dans les OTN, quand on dit comprendre le but de ces actions, agir avec une intention dans chaque situation et avoir une intention à chaque frappe du volant, c'est-à-dire atteindre un but, gagner un duel, viser des cibles, défendre des zones. Tout ça, c'est du duel. Tout ça, c'est de la compréhension du duel. Donc, je pense qu'on est clairement bien dedans. La seule chose, c'est qu'il faut peut-être lire maintenant le dispositif jeune avec ce prisme-là. Et je pense que ça devrait nous permettre d'arriver à faire passer les bons messages et ne pas s'apesantir juste sur le schéma de la fiche pédagogique, si je puis caricaturer les choses comme ça. Merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Je vois pas de main levée. En tout cas, merci Fred pour cette présentation un peu plus détaillée et aussi pour ce petit mot sur ce lien là, vers le travail des jeunes arbitres, où en effet l'idée sur le travail actuel de cette filière, c'est de pouvoir proposer quelque chose sur un temps formation un petit peu
différent et beaucoup plus large avec une première étape qui pourrait aussi être accessible, on va dire, à des éducateurs et des entraîneurs bénévoles ou professionnels. Euh, on reviendra aussi par la suite, là, tout au long de la saison, en fait, hein, au sujet de l'avancée de ce groupe de travail et de cette filière des jeunes arbitres. Sur les autres outils à disposition pour le B1, on a retenu les formes de travail et les glossaires. Alors, sur les formes de travail, euh, si vous avez eu l'occasion de parcourir ce diaporama, il y a une classification un petit peu différente en fait qui a été proposée avec des formes de travail sans adversaire badminton, des formes de travail avec adversaire badminton et des formes de travail avec ou sans adversaire selon la convenance de l'entraîneur. Il nous semblait important peut-être de pouvoir proposer cette formalisation en lien avec ce qu'on se disait peut-être aussi à l'instant et que les éducateurs bénévoles puissent aussi peut-être comprendre quand est-ce que leur forme de travail pardon, vont induire du duel ou non, quand est-ce qu'il y en a automatiquement, quand est-ce qu'il n'y en a pas, quand est-ce que l'entraîneur peut en mettre ou pas. Donc c'était aussi sur cette présentation sur la forme et avoir un petit peu de recul sur ça et ce que ça pouvait aussi induire pédagogiquement. Alors comme vous pourrez le voir aussi, on n'a pas retenu, il n'y a pas un accent qui est mis, on n'a pas retenu la routine sur les formes de travail sur le document de l'EB1. C'est aussi un choix qu'on a pu faire parce que sur toutes les formes de travail qui existent, on se disait que les routines, dans le cadre de l'EB1, ce n'étaient pas les formes de travail qui nous paraissaient les plus pertinentes à mettre en avant auprès des stagiaires et à travailler de manière un peu plus spécifique et approfondie avec les stagiaires. Donc, dans l'utilisation et la manipulation du DJ, il y a déjà des modes de travail qui vont apparaître de fait. Mais pour nous, sur la manière de présenter les choses, ces classifications-là avec adversaire, sans adversaire ou à la convenance de l'entraîneur, et en mettant un peu moins l'accent ou voire peu l'accent sur les routines, c'était des petits points qu'on voulait aborder avec vous en fait et vous présenter et éventuellement échanger avec vous aussi s'il y avait des remarques à ce sujet-là. Et on a évoqué les glossaires aussi. Donc, comme on évoquait un petit peu au début, donc sur les glossaires, il y a tout l'aspect technique sur les frappes, mais il y a aussi tout un vocabulaire, on va dire, un peu plus large sur les mots entraîner, éduquer, enseigner, animer, créneau d'animation. Donc sur tous ces éléments, on va dire, un petit peu périphériques ou d'autres mots qu'on utilise régulièrement dans notre vocabulaire. Et on voulait pouvoir formaliser de manière plus précise un sens commun et une signification un peu plus globale et générale. C'est des questions qu'on retrouve aussi beaucoup dans les formations professionnelles, donc en préfo, au CQP, en DE, et c'est des termes pour lesquels parfois on prend du temps et c'est central bien sûr pour pouvoir les définir. Et donc encore une fois, le B1, c'est vraiment un diplôme où on va travailler autour de la notion d'enseignement, et ça nous paraissait important de pouvoir redéfinir avec vous ce que c'était et ce que ça voulait dire. Et que dans le B1, même si c'est de l'enseignement, et ben, c'est important de pouvoir animer la séance et que il était important pour nous de bien clarifier les mots et qu'il n'y ait pas de confusion sur ces éléments-là. Pareil, dans le B2, on est sur des temps d'entraînement ou via le parcours club, sur le module de la parcours club, il est demandé aux stagiaires sur un cycle d'avoir le même créneau 2 fois par semaine. Et ben là, on est clairement dans l'entraînement. On va travailler autour de la notion d'entraînement dans le B2. Mais bien entendu que dans l'entraînement, il faut qu'on anime le créneau. Et la notion d'animer, c'est vraiment plus une posture pédagogique, une attitude pédagogique. Et c'est pour ça qu'on a parlé de créneau d'animation dans la filière animation. Donc sur les glossaires, euh, ça nous semble important de pouvoir retravailler autour de ces mots et de cette signification avec les stagiaires qui puissent bien comprendre que l'entraîneur bénévole, le B1, le B2, on est sur l'enseignement, l'entraînement, mais que c'est important d'animer les créneaux et les séances et que c'est pas parce qu'on est dans l'enseignement et de l'entraînement qu'on ne doit pas avoir cette posture
d'animation de créneaux et qui est vraiment en lien avec un aspect pédagogique. Voilà. Fred, avant d'aller sur les 2 derniers points, est-ce que tu as des éléments à rajouter, à préciser? Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, mais quelle réception a été faite de tout ce qu'on a pu dire, parce que c'était beaucoup. Donc, à partir de là, c'est plutôt vos réactions qui nous aideront, euh, qu'elles soient immédiates ou qu'elles soient un peu décalées dans le temps. C'est ça qui va nous importer pour être sûr d'ajuster au fur et à mesure les choses, en fonction des difficultés que vous rencontrerez sur le terrain. Parce que c'est sûr que moi, quand je fais les formations professionnelles, j'ai un temps qui est tellement plus long pour accompagner les stagiaires que, évidemment, je ne peux pas avoir les mêmes réactions que ce que vous pouvez avoir. Pour les 2 derniers points, donc la validation de la formation, vous avez dû voir qu'il y a des documents spécifiques pour ça, avec un système de cases à cocher et puis des éléments à valider spécifiquement en fonction des formations pour pouvoir valider les blocs, etc. Donc il y a l'entête qui précise les éléments à valider minimum par les stagiaires pour pouvoir attester de la réussite de la formation. Donc, on s'entend bien, il y a plus de certification à organiser pour les formateurs et pour les ligues sur ce diplôme. Et on est vraiment plus sur une validation euh, de compétences par les formateurs au sujet donc des stagiaires, de chaque stagiaire. Et donc, les documents à votre disposition dans la plateforme sont faits pour ça. Voilà, donc avec ce système de cases à cocher. Et il y a un petit encart qui précise de manière un peu plus détaillée la manière d'utiliser le document. Et donc Fred évoquait l'ajustement en fonction des retours. Donc c'est complètement le cas et on voulait remercier là les formateurs et certaines personnes qui sont présentes et qui nous ont fait des retours suite au MODEF où il y avait quelques coquilles dans les supports. Il y avait donc des choses qu'on a pu modifier là très rapidement. Donc vraiment sur vos bilans de formation, n'hésitez pas à faire remonter eh ben, des petites choses qui sont pas fonctionnelles, que ce soit dans les outils, que ce soit s'il y a des coquilles, des manques, des choses qui sont pas forcément bien amenées selon vous, qui mériteraient peut-être des approfondissements. N'hésitez vraiment pas à le faire via le bilan de formation ou à nous appeler ou m'appeler plus directement. J'ai échangé avec quelques formateurs sur les adaptations du ruban pédagogique et sur la déclinaison en soirée en FOAD. Comme on l'évoque dans une petite note là, de préconisation sur la FOAD, euh, tant qu'il n'y a pas plus de 50% de la formation qui est proposée à distance, pour nous, ça ne nécessite pas de demande particulière auprès de Formabad. Donc, si c'est plus, il faut pouvoir voir avec votre ligue qui est maître d'œuvre sur la formation et puis revenir auprès de nous, bien sûr. Mais sinon, il y a une vraie liberté en fait sur la mise en œuvre. On vous demande par contre de bien le préciser dans le bilan pour des raisons très simples. C'est de faire évoluer les supports de formation, faire évoluer les rubans, pour présenter aussi des temps de bilan, des changements, des réflexions, des améliorations. Donc sur tout ce travail-là de ruban en hybride et d'aspect distanciel sur la nouvelle filière, toutes les expérimentations qui ont été faites par le passé sur des temps en hybride ont été vraiment super importants pour nous et ça a été des vrais appuis pour pouvoir mettre en œuvre les choses. Donc, si on demande des retours, c'est aussi et surtout pour ça, plus que pour, euh, pour surveiller ou pour valider définitivement ce que vous faites. Vas-y, Thomas, je t'en prie. Ouais, je voulais juste revenir sur l'évaluation dont tu parlais. Oui. J'ai vu sur la grille de compétences, là, il y a écrit en rouge, le stagiaire décrit les gestes à réaliser en cas d'urgence. Est-ce que le fait que ça soit en rouge, c'est rédhibitoire pour l'obtention du truc? Enfin, quelle est la signification du rouge en fait?
Oui, voilà, il faut qu'il y ait une validation sur cet aspect-là, oui. Oui, oui, c'est ça. OK. Ok, donc, et concrètement, est-ce que c'est en lien avec des contenus? Alors oui, oui, il y a un contenu en lien avec ça, oui. Oui, oui, il y Ok, a un contenu en lien avec ça. Donc ça va. sur Donc, cette... dans le ruban pédagogique, il y a donc un temps qui est dévolu à Oui, ça, quoi. Ok. oui, oui. Voilà. Donc après, sur la manière de le faire, encore une fois, les formateurs sont libres, hein. Ça peut être, comme on sait bien que c'est pas les temps les plus fun et les plus simples à mettre en œuvre. Donc il y a plein de modalités qui peuvent s'organiser. Donc soit des travaux de groupe sur la formation, soit en distanciel, soit avec un retour la fois d'après sur le temps d'alternance. Enfin voilà, il y a une vraie liberté sur la mise en œuvre, mais il y a ces éléments-là en effet. Merci, Camille. Donc on arrive sur le dernier temps, il nous reste une dizaine de minutes s'il y a des questions, des remarques, des retours. Il y aura d'autres séquences de webinaires aussi sur ou de ces réunions là sur les autres formations, donc même sur le format là qui vous est proposé. N'hésitez pas à nous faire des retours pour que les autres temps sur le B2, l'animateur de club et l'animateur de créneau soient le plus facile à suivre et le plus agréable pour vous, sachant que les temps ils seront un petit peu plus restreints sur certaines autres formations, parce que là, comme on parlait du MODEF et de l'EB1, c'est un tout petit peu plus long, et on fera des temps un petit peu plus courts sur certaines autres formation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques, des retours. N'hésitez pas là sur les 10 minutes qui restent. Ouais, je me permets de prendre la main. Oui, Ouais, allez-y. salut Camille. Du coup, c'est par rapport au MODEF. Pourquoi avoir rajouté les rapports de force? Quelle est la philosophie derrière ça? Puisque moi, de mon ressenti, le MODEF, on avait déjà peu de temps pour tout faire. Donc, rajouter encore cette notion qui, pour moi, est vachement chronophage. Quelle était la volonté derrière vraiment de mettre ça en place, quoi? Alors, l'idée, c'était vraiment de remettre en avant le sens du jeu, en fait, de remettre en avant le sens du jeu au premier plan et de mettre en avant l'aspect tactique et de le mettre en lien avec l'aspect technique. Et c'est dans la philosophie globale de formation au sens large et pour être dans la continuité aussi du parcours club euh, et, euh, et de ce qui a été proposé. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre l'accent de manière plus formelle et plus concrète et peut-être plus précise sur l'aspect technique, le sens du jeu, la logique interne du badminton et et le lié aux frappes. Voilà. Donc c'était pour sortir, pour caricaturer un petit peu de l'aspect peut-être technique et techniciste et qu'il y ait un maximum de liens qui puissent être faits à ce sujet-là. Et comme évoquait Fred un petit peu aussi avant, pour pouvoir recentrer cet aspect intention de jeu dès le MODEF et pour bien le préparer sur le B1. On se disait que euh, pour que ce soit bien ancré aussi dans la filière de formation, ça pouvait être c'était central pour nous de le mettre sur le module des fondamentaux. Sinon, il y aurait eu un décalage par la suite et dans la présentation des choses. Et donc, en contrepartie, si on peut dire ça, même si c'était réfléchi de manière plus générale, c'est aussi pour ça que l'aspect double, il est, il est beaucoup moins évoqué et que toute cette partie un peu plus spécifique et fondamentaux du double, elle est pensée sur l'animateur de créneau et sur le B2 pour pouvoir laisser un tout petit peu plus de temps en fait pour les formateurs. Et après, il y avait aussi une manière d'appréhender les choses. Et donc, quand les coûts techniques étaient présentés, qu'il puisse y avoir un lien qui soit fait avec ces rapports de force. Et donc là, c'est vraiment comment c'est abordé sur le terrain. Et pour nous, c'est juste un petit temps d'agencement, mais en termes de temps passé et de temps pris. Et il n'y avait peut-être pas un gros décalage là-dessus. Donc tout ce temps un peu plus de présentation théorique, on le mettait à la place de l'aspect double qui serait vu ailleurs. Après, on est conscient, et c'est une vraie réflexion, que bah, ça fait beaucoup de choses à aborder sur le MODEF complètement. Et l'idée, c'est d'avoir des retours par la suite sur les autres formations, qu'il y ait un lien qui soit fait. Mais c'est sûr que le MODEF, ça reste une formation dense, on en est conscient. Ouais. Ok, bah, ça répond à ma question. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Encore une fois, on voulait vous remercier de votre présence et aussi vraiment insister sur le fait qu'on a bien conscience qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites et qu'il y avait des éléments là sur lesquels on a pu insister que les formateurs mettaient déjà en place. Et on voulait vraiment peut-être repréciser certaines choses et remettre en avant certaines nouveautés. Donc, on a bien conscience que des éléments étaient déjà bien entendu mis en œuvre dans les formations et réinsister peut-être sur quelques messages précis. Mais merci à vous pour votre présence, votre écoute et vos échanges. Comme disait Fred, on reste vraiment dispo et super à l'écoute des remarques et retours. Et n'hésitez vraiment pas à nous faire remonter tout ce que vous pouvez ressentir et percevoir sur les formations, les nouveautés, les supports, les modalités. On essaiera vraiment d'être réactif et d'ajuster les choses au mieux. Et, euh, et en tout cas, on espère aussi pouvoir avoir tous ces échanges-là avec vous là, sur les prochaines réunions, sur les 3 autres formations. Donc EB2, animateur de créneau et animateur de club, et avec pour ces formations quand même peut-être plus de spécificité encore et plus de nouveautés. Fred, Vincent, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter là-dessus. Je pense que tout a été dit. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir interagi. Et puis, au plaisir de poursuivre ces partages. Merci. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup et bonne, bonne matinée, bonne fin de matinée, bonne fin de journée, bonne journée et à très vite.